vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 17 juin 2016. Cet après-midi, 49 jours nous séparent du début des Jeux Olympiques à Rio. Alors nous avons décidé d'y consacrer une émission exceptionnelle malgré le fait d'être en plein Euro de football. Nous aurons par téléphone Magda Viet-Hénin, également connue pour être la fille de Valérie Hénin. On le rappelle, championne de kickboxing, de full contact, de boxe anglaise, de taekwondo. Rien que ça, Magda possède déjà un parcours de championne, évidemment licenciée au punch à Nancy. Magda est championne de France senior 2014, championne de France sport 2013, double championne junior, championne de France cadet 2009. Et cette liste n'est pas terminée bien sûr, mais surtout Magda a décroché son billet pour les Jeux Olympiques et c'est ce qui nous intéresse. On va revenir sur son parcours dans une longue interview. Pour analyser tous ces termes de champion ou de championne, nous avons le plaisir de recevoir un chroniqueur d'un après-midi, un chroniqueur tout aussi exceptionnel qui a eu l'honneur de vivre les Jeux Olympiques de l'intérieur. C'était à Londres en 2012. Reynald Perrin, salut. Bonjour Hakim. Alors Reynald, on reviendra bien évidemment sur ton parcours et ta discipline qui est le judo, et grâce à ton œil et ton expérience dans les Jeux Olympiques, tu pourras nous éclairer et on compte aussi sur toi pour nous révéler des exclus, bien évidemment des infos croustillantes. Mais avant de lancer l'émission qu'on a bien envie de baptiser avec Ingrid les Jeux Olympiques vus de l'intérieur, laissez-moi quand même vous présenter la plus belle spécialiste foot. Ingrid, salut. Salut Hakim Puré, on voit que c'est la dernière, j'ai droit à un compliment. Tu m'as volé, j'apprécie, tu m'as sorti les mots de la bouche. Alors, c'est la dernière, c'est la dernière, on vous le dit, donc c'est pour ça qu'il fallait bien lui faire un petit compliment. Alors tu as presque tout dit Hakim, il faudra juste ajouter au sommaire de cette émission un quiz spécial Euro que j'ai concocté. Et puis j'imagine qu'on terminera aussi par nos pronostics pour France-Suisse. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors l'actualité sportive locale est très courte, c'est juste une petite info à vous communiquer et on attaque tout de suite notre gros dossier juste après. Oui, alors c'est calme plein du côté des volleyeurs, des handballeurs. Quelques petites infos du côté du SLUC Nancy Basket qui a dessiné sa nouvelle raquette pour la saison prochaine. En effet, ils viennent de signer lundi leur troisième intérieur. Donc il s'agit de l'américain Dario Hunt. Donc, il a évolué la saison dernière en Italie. Il mesure 2,06 m et il a la réputation d'être un excellent défenseur. Il est très actif en contre. Et on sait qu'Alain Weiss est particulièrement friand de cette action qu'il juge être la plus importante au basket. Et malgré tout, c'est un défenseur, mais ça ne l'empêche pas d'être très adroit puisqu'il a fini la saison avec 11,6 de moyenne par match. Et le SLUC a aussi recruté un arrière. Il s'agit de l'américain Robertson. Il est bien connu dans le championnat de France puisqu'il a déjà porté les couleurs et de Strasbourg et de Paris. Et encore une fois, Alain Weiss s'enthousiasme. Alors, est-ce qu'il en fait pas un tout petit peu trop ? Alors, c'est le shooter, le spécialiste du tir à 3 points que je cherchais, a-t-il déclaré. Donc, il reste désormais au SLUC à trouver un meneur, un ailier pour boucler son recrutement et essayer de reséduire son public. Voilà, et juste à noter par rapport aux invités qu'on avait la semaine dernière, la victoire de Pagny-sur-Moselle qui s'est imposée donc face à Forbach et qui est donc champion de Lorraine. On leur a un petit peu porté chance toute cette saison. Donc voilà, bravo à eux. Cap Sport, actu sportive locale. Et donc on est dans le local et à la fois dans le national. C'est un gros dossier sur les Jeux Olympiques qu'on a prévu avec vous aujourd'hui. Mais avant d'attaquer ce dossier spécial sur les Jeux, nous allons d'abord vous présenter notre invité en studio, Reynald Perrin, judoka. Reynald, est-ce que tu peux en quelques mots, pour les plus jeunes ou les néophanes du judo, te présenter ? Mais bien sûr Hakim. Donc je m'appelle Reynald Perrin, j'ai commencé le judo à Custine à l'âge de 5 ans. Ensuite donc, je suis parti en sport-études judo à Saint-Avold, devenu cadre technique avec mon BE judo en poche, donc professeur de judo diplômé d'État. Je suis parti donc au comité départemental de judo comme cadre technique. Puis je suis parti donc après les différentes missions départementales et régionales que j'ai pu accomplir. Je suis parti au Vanuatu, donc un petit archipel du Pacifique Sud, à 1000 km à l'ouest de la Calédonie. Alors pourquoi le judo ? Comment est-ce que tu es arrivé à ton premier cours de judo ? Est-ce que c'est une tradition familiale ? Est-ce que tu as touché à d'autres sports avant d'en arriver là ? Alors pas du tout une tradition familiale, puisque le judo, j'y suis venu tout simplement parce que j'étais un gamin très agité et c'était le seul sport qui m'a permis c'était le seul sport à Custine qu'on pouvait commencer à l'âge de 6 ans. Le foot commençait à 7 ans à mon époque, donc là on parle évidemment des années 80 pour les plus jeunes d'entre nous. Donc moi c'était une façon de canaliser un petit peu mon énergie apparemment débordante. Alors justement, on vante souvent les mérites de ce sport comme un sport où les vertus sont exigence, respect, discipline. Tu confirmes ?
Exactement. Ça, je les ai gardés. C'est quelque chose qui a été présent avec moi toute ma vie d'homme. C'est vrai que toutes ces valeurs du judo qui sont, le respect, la politesse, l'amitié, le contrôle de soi, etc. Toutes ces valeurs-là, elles me suivent, et notamment par rapport au fait de mes voyages à l'étranger ou bien même dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que le respect, l'amitié, toutes ces valeurs-là sont présentes avec moi en permanence. Et donc, comment tu t'expliques que c'est devenu assez vite une passion ? Enfin, comment le judo, d'un coup, est entré dans ta vie de manière aussi importante ? Alors au début, c'est pas une passion. Ma passion à moi, c'est le football. Il faut le savoir. J'ai toujours aimé le foot. Le judo, c'était pour moi un deuxième sport au départ. Donc c'est vrai que je gagnais toutes mes compétitions parce que j'étais un petit peu plus gros que les autres, un petit peu plus costaud. Et c'est vrai que c'était facile pour moi de remporter toutes les compétitions jusqu'en minime. J'en ai pas perdu beaucoup. Donc c'est vrai que, mais pour moi, le foot restait le sport numéro 1. En pupille, j'ai pas pu jouer parce qu'effectivement, à un moment donné, il a fallu que je choisisse entre le judo et le foot. Enfin, on m'a fait choisir. Manifestement, je faisais plus de résultats au judo parce que pour moi c'était vraiment le sport numéro 2. Donc mon père m'a fait reprendre le foot et là effectivement les résultats sont revenus au judo paradoxalement. Et ensuite arrivé à 17 ans, il a fallu à un moment donné choisir entre le foot et le judo, et mon père a estimé que le foot n'était pas pour moi, et donc j'ai suivi la voie du judo, et je pense qu'il a eu raison à ce moment-là. Donc tu as choisi à 17 ans finalement de te diriger vers ce sport. C'était quoi donc la suite de l'aventure à 17 ans ? La suite de l'aventure, c'est l'internat en sport-études à Saint-Avold. Saint-Avold, c'est la Moselle. C'est moi qui ai fait mes études à Nancy de la 6e à la 3e. Arrivé en seconde à Saint-Avold, c'était pas évident. On avait 2 heures d'entraînement par jour. Le mardi et le jeudi, on finissait même à 10h du soir. Ça a été très très difficile, sachant que je faisais en plus des études plus ou moins qu'il me poursuivait, non pas que je poursuivais évidemment les études, un bac B, alors pour une fois pour les plus jeunes d'entre nous, un bac ES, donc que j'ai eu à 20 ans. Voilà, normalement c'est 18 ans, moi je l'ai eu à 20. Pour quelqu'un qui n'était pas, entre guillemets, destiné, qui considérait ça, le judo comme un second sport, tu as quand même finalement dû bien te plonger dedans, tu viens de le dire, tu as quand même fait sport-études, ça a été en plus avec du succès. Comment est-ce que tu expliques le fait d'avoir, entre guillemets, réussi dans le judo, alors qu'à la base, c'était pas ta passion numéro 1 ? Alors j'ai toujours été quand même un professeur atypique et un judoka atypique, c'est-à-dire que dans ma carrière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai fait un petit podium en 89 au championnat de France, mais à 20 ans, quand je me suis rendu compte que finalement je ne serais pas champion de France, là je me suis dit qu'il fallait changer de voie. Donc les copains étaient partis en Pôle France à Strasbourg, moi j'y étais admis, mais je n'y suis pas allé. Je suis resté sur Nancy à l'UFR STAPS, et puis j'ai beaucoup misé sur ma carrière d'enseignant parce qu'ayant été un gamin plutôt difficile, c'est vrai que le judo a des vertus qui aident beaucoup les gamins timorés et les gamins difficiles à rentrer plus ou moins dans des règles, etc. Et c'est vrai que ça marche énormément. Le judo a ces vertus-là. Alors on va franchir l'océan et on arrive au Vanuatu. Alors comment tu débarques au Vanuatu ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on te retrouve là-haut à l'autre bout du monde ? Alors c'est vrai que, généralement, étant effectivement quelqu'un d'assez instable, mais les différents jobs que j'ai pu décrocher au fur et à mesure de ma carrière, je les gardais 3 ans et après je m'ennuie. Donc à 28 ans, avec ma femme Sophie, que je salue au passage, on a décidé à un moment donné de se dire, voilà, on a 27 ans, on a une gamine d'1 an, il est temps pour nous de faire quelque chose, sachant que ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, 11 ans exactement. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui change dans notre vie, il faut qu'à un moment donné, les rêves deviennent réalité, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Et en France, on avait fait pas mal de choses et on allait stagner pendant les 10 années qui allaient arriver. Donc on s'est dit, allez, on franchit le pas, on loue la maison, on vend les bagnoles et on part au Vanuatu, donc à 24 000 km de la France quand même. Il faut savoir que le Vanuatu, en 2000, on n'a pas beaucoup d'images, on n'a pas beaucoup de photos, puisque c'est un pays indépendant depuis 1980, donc un jeune pays. Donc on arrive là-bas et c'est vrai que, alors je reprécise quand même que le Vanuatu, c'est un ancien condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, donc c'était sous influence anglaise et française et indépendant depuis 1980. Donc on a décidé d'aller à l'étranger, non pas en Calédonie ou dans un tome. On voulait vraiment aller à l'étranger et carrément couper tout et vivre l'aventure. Il faut savoir que le Vanuatu, c'est quand même un pays qui est 198e au niveau des PIB mondiaux, donc c'est un pays très très pauvre. Reynald Perrin au Vanuatu, alors qu'est-ce que ça a donné au niveau du sportif
Alors, donc arrivé au Vanuatu, effectivement, les 6 premiers mois, c'est vrai que c'est pas évident quand vous arrivez dans une île avec l'humidité, avec la chaleur, avec une culture différente. C'est vrai que c'est pas évident, sachant que nous, avec Sophie, on est quand même des gens ouverts. Hein. Si vous allez dans l'étranger, il faut être ouvert au départ. Si vous n'êtes pas ouvert, c'est pas la peine d'aller à l'étranger. N'y va pas toi, Kim. Ça veut dire quoi? Donc voilà, donc là-bas, c'est vrai qu'on a vu des gens et une population fantastique. On a vu, voilà, vraiment, on a senti quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est vraiment, qui est vraiment rentré en moi par rapport à la générosité et la culture des gens. Donc je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je pourrais moi aussi apporter au Vanuatu, sachant qu'encore une fois, moi, je suis plutôt, je me suis dit voilà, je suis un petit professeur de judo français, ceinture noire 2e dan. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ici en France, on est insignifiant. Mais quand on va au Vanuatu, on est déjà quelqu'un, puisqu'il n'y avait aucun judoka au Vanuatu. Donc je me suis dit, pourquoi pas amener le judo au Vanuatu. Et là, c'est quand même quelque chose de fantastique, parce que ça me faisait penser aux Français des années 50 qui importaient le judo en France. Je pense à monsieur Messner, qui dans le Grand Est a fait beaucoup de choses. Je pense à des professeurs de judo qui commençaient à mettre le judo en place sur Nancy. Et là, c'est vrai que je me suis senti un petit peu comme un pionnier. Bien sûr, j'étais humble par rapport à ça. Hein. C'était vraiment pour débuter un petit peu. Donc j'ai commencé un petit peu avec les locaux qui voulaient venir faire du judo, s'essayer un petit peu. On faisait des démonstrations sur la plage, on faisait des démonstrations à droite à gauche. Il n'y avait rien du tout. La fédération de judo du Vanuatu n'existait pas. Là, ça a pris dans la population, les gens venaient... Donc ils venaient voir un petit peu, justement curieux de voir ces gens en pyjama s'amuser sur la plage et faire tomber et tout. Et on prenait un petit peu beaucoup de plaisir à montrer un petit peu cet art martial venu du Japon. Et tu as encore des échos de ce qui se fait au Vanuatu maintenant que tu es rentré? On va revenir un peu plus sur ce que tu as fait là-bas, mais maintenant que tu es rentré, est-ce que tu as encore des échos sur ce que tu as fondé? Est-ce que tu as encore des contacts avec des gens là-bas? Oui, bien sûr, j'ai encore des contacts. Hein. La fédération donc a continué. Bon, après, c'est sûr que c'est pas évident. Vous savez, quand vous avez créé quelque chose, que vous êtes l'âme un petit peu de la fédération, c'est pas évident pour les gens de reprendre derrière, sachant que c'est tout petit comme pays. Donc, c'est pas évident. C'est vrai qu'ils ont eu énormément de difficultés. Ils ont eu aussi un cyclone qui est arrivé. Donc, c'est pas évident de reprendre derrière quelqu'un. Bon, maintenant, ils vivotent plus ou moins avec, au niveau du judo et de l'école de judo, je pense que c'est mort. Donc Rénal Perrin, le Vanuatu, et au Vanuatu, il va se passer quelque chose, justement, tu vas participer aux Jeux Olympiques. Voilà, alors là, c'est quelque chose de fantastique, parce qu'encore une fois, je vous dis, vous êtes au Vanuatu, donc pour vous faites du judo, vous essayez de donner un petit peu de votre temps, et d'ailleurs, vous gagnez le respect de la population, parce que moi, tout doucement, j'essaye d'apprendre aussi les coutumes, la culture, j'essaye d'apprendre la langue, mais en même temps, je fais attention, parce que je sais que je ne suis pas chez moi, donc je fais attention aussi aux codes qui sont installés, notamment dans le pays. Bon, c'est un pays qui est très libre, hein, mais je veux dire, à un moment donné, vous faites attention aussi à ce que vous dites, vous critiquez pas le gouvernement, etc. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, on fait les cours de judo gentiment, on s'amuse, on se fait plaisir et tout. Et puis, à un moment donné, je dis, allez, c'est le moment de lancer le club. Donc, on commence à créer le club, toujours avec Sophie, ma femme, donc, qui a été vraiment une grande artisane de tout ça, puisqu'elle était le fond et moi la forme. Donc, on a créé un petit club de judo et pendant 2 ans, ça a fonctionné comme ça. Et ensuite, Londres 2012. Alors, comment t'as dit tout à l'heure, le petit judoka deuxième se retrouve à Londres en 2016? Donc, à un moment donné... Non, 2012. 2012. En 2012, exact, en 2012. D'accord. C'est vrai que Rio en 2016, ça m'aurait bien plu aussi. Hein. Londres en 2012, c'était pas mal, sachant que j'étais dans l'autre côté du Pacifique. C'est vrai que revenir en Europe, c'était quand même pour moi super sympa. Ouais. Maintenant, c'est vrai que Rio m'aurait bien plu aussi. Donc à un moment donné, on est quand même rentré en France au bout de 3 ans, parce qu'on n'était pas parti pour y rester. On était parti pour faire une tranche de vie, un break. Donc on avait loué notre maison, on avait vendu les voitures, on avait mis en stand-by un petit peu mon travail aussi en France. Donc à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on rentre. Donc on est rentré. Donc là, il y a une coupure assez nette. Le judo est mort pendant les années où j'étais pas là. Et franchement, dès que je suis rentré, j'ai senti que j'avais fait une bêtise de rentrer. Et là, vraiment, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai pensé au Vanuatu tous les jours, matin, midi et soir. Je prenais l'internet, on communiquait les uns avec les autres et tout. Et j'ai dit à Sophie, je te préviens, je reprends mes études
parce qu'effectivement, il faut savoir que quand j'ai quitté l'école, j'avais 2 BE, 2 brevets d'État, un brevet d'État judo et un brevet d'État sport pour tous. Donc j'étais parti au Vanuatu comme professeur de PS, mais à l'époque, vous n'aviez pas besoin de grand diplôme pour être professeur de PS. Donc c'était pas un souci. Donc là, il a fallu que je rentre en France. J'ai repris mes études à l'UFR STAPS à 33 ans, décroché mes diplômes, et là, j'ai dit maintenant, il est temps de repartir. Sophie m'a dit encore. J'ai dit oui, encore. Il est temps de repartir. Il y a quelque chose à faire, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Mais en 2000, il y avait un archer qui s'entraînait dans son jardin, qui était parti aux Jeux Olympiques de Sydney. Et moi, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a sûrement quelque chose à faire. Mais comme nous, en France, avec toutes les barrières qu'il y a au niveau fédéral et international, bon, c'est difficile pour nous de créer quelque chose parce que beaucoup de choses ont été faites en France et depuis des années. Alors que là, on avait un pays neuf et jeune. Donc, j'ai pris conscience que je pouvais faire quelque chose. Et là, nous sommes repartis donc en 2006. Et 2006. Et donc Londres. Et donc Londres, j'y viens Ingrid, Il nous fait saliver, il nous fait... J'y viens Ingrid, c'est du effectivement. teasing. Donc effectivement, l'école se finit à 3h30, donc vous allez sur la plage, vous avez du temps, énormément de temps pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre couple. Vraiment, le Vanuatu, c'est fait pour ça. On a énormément de temps. Il faut l'occuper, ce temps, parce que sinon, vous vous ennuyez rapidement. Nous qui avons l'habitude, avec nos sociétés occidentales, de se lever, de bouger, on met un premier pied par terre, il faut gagner 1 000 euros, vous en mettez un deuxième, il faut gagner 2 000 euros. Donc là, effectivement, au Vanuatu, vous avez du temps. Et ce temps-là, vous allez l'utiliser pour faire des choses, j'ai envie de dire, des choses bien. Des choses bien pour le pays, des choses bien pour vous, parce que c'est beaucoup de bénévolat, je veux dire, à un moment donné, vous vous donnez pour le pays, mais vous avez en retour une chaleur humaine et un respect que vous pouvez retrouver nulle part ailleurs. C'est peut-être ça finalement que tu étais reparti rechercher quand tu t'y es retourné pour cette deuxième fois. Et donc on le disait, tu as eu la chance de vivre ces Jeux de l'intérieur de Londres. Alors au début on n'y croit pas. On n'y croit pas qu'il va pouvoir avoir les Jeux, qu'il va pouvoir avoir plein de choses, etc. Mais effectivement, comme la Fédération de judo du Vanuatu, moi avec la méthode française, je commençais à grossir au niveau du Pacifique. Là, à ce moment-là, effectivement, les gens ont commencé à s'intéresser à nous, à dire mais c'est qui ce Français qui vient dans une île du Pacifique et il y a 120 compétiteurs? Comment c'est possible qu'il arrive à faire ça alors que dans la plupart des petits pays, vous avez 20, 30 judokas. Donc là, on se dit, mais comment c'est possible? Effectivement, c'est un travail de longue haleine, c'est des cours réguliers chaque semaine où vous êtes là. Enfin bref, il y a toute une rigueur aussi qui se met en place. Et à ce moment-là, le président de la Fédération internationale se dit, mais attendez, il y a un nouveau pays qui émerge. Ce pays-là, c'est une voix, au même titre que la France et que le Japon, parce que quand vous êtes à l'international, il faut savoir que votre pays, votre nation, elle représente une voix, au même titre que la France et le Japon. Donc là, on vous séduit un petit peu. On vous dit, voilà, Monsieur Perrin, est-ce que vous voulez participer au championnat du monde à Tokyo? Et je lui dis, mais oui, mais nous avons pas forcément d'athlètes pour ça. Eh bien, trouvez-nous deux. Non. Donc j'ai emmené effectivement une athlète nivanuataise et un athlète, et on les a emmenés au championnat du monde à Tokyo, une semaine, tout frais payé. Donc tous les 3 partis à Tokyo. Ça, c'était le début de l'aventure. Ça, c'est le début de l'aventure. Ensuite, on enchaîne sur les championnats du monde de Paris, évidemment, puisque il a la possibilité de faire des choses. Et puis, une chose en entraînant une autre, effectivement, avec ce qui se passe au Vanuatu, on dit, voilà, les petits pays se reconnaissent en moi en disant, c'est un petit pays, mais il y arrive et tout. Me voilà parachuté vice-président de la Fédération océanienne de judo. Je commence à rentrer dans la Fédération internationale. Et là, donc, je côtoie des Jean-Luc Rouget, une idole, qui est le premier champion du monde français, il faut le savoir, en 74. C'est un peu comme ça que j'ai fait du judo, parce que mon père avait vu Jean-Luc Rouget au judo. Je déjeune avec lui. Donc, on commence vraiment à rentrer dans une ère nouvelle pour moi. Et je dis à Jean-Luc, mais Jean-Luc, parce qu'il avait voulu que je le tutoie, je lui dis, mais Jean-Luc, moi, j'ai rien à faire là. Et là, Jean-Luc me dit, si tu es là, c'est que tu le mérites. Donc là, effectivement, j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais faire des choses, que je pouvais aussi faire bouger les choses. Et c'est là qu'à un moment donné, le président de la Fédération internationale nous offre une qualification pour un judoka en plus de 100 kilos aux Jeux Olympiques de Londres. Donc c'est à Paris, à ce moment-là, qu'il me l'annonce. On va faire une courte pause musicale et on reviendra donc avec notre invité aujourd'hui, Rénal Perrin, judoka participant aux Jeux Olympiques de Londres 2012, et Magda Vietena sera bien évidemment avec nous par téléphone. On réagira sur tout ça. N'hésitez pas donc à rejoindre notre page Facebook Cap Sport, c'est AP plus loin Sport, ou sur YouTube pour toutes nos résumés d'émissions qu'on a eu le plaisir de faire avec vous depuis le mois de novembre. Cap Sport, actu sportive locale. L'actualité sportive locale avec à l'honneur les Jeux Olympiques de Rio dans 49 jours, et une Lorraine va avoir la chance d'y participer. Cette Lorraine, c'est Magda Vietena en taekwondo. Magda, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent? Alors bonjour à tous, je m'appelle Magda Vietena, j'ai 20 ans.
J'ai débuté ma carrière sportive au club Punch Nancy et maintenant je suis à l'INSEP en équipe de France de taekwondo. Bonjour Magda. Bonjour. Alors, le taekwondo reste malheureusement un sport assez méconnu du grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, en quelques phrases, cette discipline? Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop médiatisé. Il y a juste lors des Jeux Olympiques, on a un peu la chance de pouvoir briller. Donc nous, c'est un art martial. C'est un sport coréen qui se pratique maintenant avec un plastron électronique et un casque électronique. Et le but, c'est de marquer le plus de points. Ranald, c'est vrai que les JO, c'est souvent une belle vitrine pour les petits sports. Alors, petit, hein, c'est pas négatif, mais c'est souvent par le biais des JO qu'on découvre des sports comme ceux-là, par exemple. Oui, tout à fait. Bonjour Magda, déjà félicitations pour cette sélection olympique. Hein. C'est quand même quelque chose de vivre ça à 20 ans. Donc félicitations. Maintenant, effectivement, oui, c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, c'est l'occasion effectivement de découvrir des sports, des petits sports qui sont effectivement très peu connus médiatiquement. Et ça, c'est dommage. Mais bon, à un moment donné, c'est vrai que le grand public s'intéresse vraiment au sport un petit peu dit vraiment très médiatique. Maintenant, encore une fois, le taekwondo, c'est là effectivement qu'on en voit à la télé. C'est là qu'on a des médailles. Et souvent, dans les sports de combat, on est, nous les Français, quand même, on est quand même vecteurs de médailles par rapport à ces sports-là. Et on se surprend, c'est vrai, nous, spectateurs lambda, à vibrer devant un combat de taekwondo ou une partie de curling. Non, mais c'est vrai qu'on se prend de passion pour ces sports-là. Et enfin, en tout cas, moi, je ne regarde ces disciplines qu'au moment des JO. Et malgré tout, on se surprend à... Parce qu'ils sont diffusés déjà que pendant les JO. Oui, Ces disciplines, on les voit rarement à la télé. Mais c'est vrai que on accroche un petit peu pour ces sports un petit peu méconnus. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, toi, alors, personnellement, dans cette discipline ? Depuis que je suis toute jeune, je suis donc dans le club Punch où ma maman travaille. Et puis, j'ai découvert le taekwondo. J'ai plutôt bien accroché. Je faisais en même temps du basket et puis après, j'ai dû choisir et je me suis tournée vers le taekwondo. J'aime beaucoup cet art martial parce que, tu vois, on peut tester plein de choses et puis c'est très aérien. Oui, j'ai pu lire aussi que tu appréciais le fait que ça soit aussi stratégique et pas seulement un sport où seule la force fait loi. Enfin, j'ai cru comprendre que voilà, intellectuellement, il fallait aussi développer des stratégies contre l'adversaire, contre la technique de l'adversaire. Tu confirmes ? Oui, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup de stratégies. Et puis comme moi, je fais partie des athlètes les plus petites, et je dois mettre en place certains schémas pour contrer les grandes athlètes que je peux rencontrer. Alors on se doute que ces Jeux Olympiques de 2016 sont un rêve, un objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé jusque-là, comment est-ce que tu as fait pour décrocher cette qualification? Quelles sont les étapes à franchir? Tout d'abord, je suis remplaçante pour Rio. Donc je ne vais pas combattre sauf en cas de blessure. Mais pour moi, c'est une chance de pouvoir participer à la préparation olympique et puis d'être aux Jeux. Parce que ce que je prépare, au final, ce sera plutôt Tokyo 2020. Même en tant que remplaçante, j'imagine que l'aventure vaut le coup, non ? Mais tout à fait, Magda, elle est en équipe de France aujourd'hui. Une équipe de France, c'est une équipe. Donc effectivement, il y a les titulaires, il y a les remplaçants, mais il faut savoir que nous, en sport de combat, alors je voudrais juste faire une précision par rapport au taekwondo. Il faut savoir, pour ceux qui connaîtraient mal le sport, Magda, vous me reprendrez si je me trompe, mais c'est un sport qui ne se pratique qu'avec les pieds. Donc on doit taper sur le plastron, sur le casque, et on n'utilise que les pieds, pas les poings et pas la tête, évidemment, ce ne sont que les pieds, d'accord ? Donc quand vous partez comme ça avec une équipe de France, vous avez besoin de partenaires d'entraînement pour vous préparer pour la compétition. Donc ça, c'est très très important et Magda a un rôle, un vrai rôle à jouer. Elle a un rôle capital, effectivement, puisque c'est elle qui va préparer aussi les athlètes. Maintenant, effectivement, s'il y a une blessure, alors là, effectivement, elle participerait. Mais c'est vraiment, elle est dans l'équipe de France, il faut bien le savoir. Elle a son rôle et en plus, elle l'a dit, elle prépare donc Tokyo 2020. Elle est très jeune, elle a que 20 ans. Tu n'as pas pu être avec nous en studio car tu es actuellement en préparation à Paris, il me semble. Est-ce que tu peux nous décrire donc ton programme pour les 49 jours qui te restent avant de t'envoler pour Rio ? Alors, c'est 2 entraînements par jour, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et puis là, on va partir mardi en stage de préparation au combat à Cuba. On aura plusieurs autres stages différents un peu partout dans la France. On attend d'avoir les dates et puis les lieux. Donc tu nous as dit qu'un de tes athlètes avait été sélectionné pour Londres. Donc à partir de ce moment-là, comment toi, le coach, comment tu le prépares pour lui donner une quelconque chance de médaille ou de réussite à partir de ce moment-là, comment ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui établis un programme ou...
Oui, tout à fait. De toute façon, j'étais cadre technique avant. Donc, effectivement, préparer un athlète pour une compétition importante, ça, c'est pas un souci. Maintenant, c'est vrai que nous, au Vanuatu, c'est difficile de pouvoir aller se préparer, faire des compétitions de préparation, puisqu'on est sur une île, on est tout seul. Donc, j'ai dû beaucoup payer de ma personne pour pouvoir travailler avec lui. Il n'avait pas forcément d'adversaire à sa portée. Tout à fait. C'était un athlète quoi. qui faisait 130 kg et 1m90. Hein. C'était un Wallisien qui était né au Vanuatu et donc qui était ni Vanuatu. Donc, effectivement, il a fallu que je paye beaucoup de ma personne pour pouvoir le préparer. Et avec de réelles chances de médaille. Quand tu l'as emmené à Londres, tu avais de beaux espoirs pour lui. Donc on est bien d'accord que non, évidemment, puisque c'était un athlète, qui était vraiment vert. Ça fait 3-4 ans qu'il faisait du judo, donc imaginez un petit peu comme pour lui c'était un monde, mais aller aux Jeux Olympiques et représenter son pays, c'était une fierté pour lui de toute façon, et on était fiers. Donc il y allait. Ce que je voulais, moi, c'est qu'il s'éclate, qu'il se comporte bien, qu'il donne le maximum de lui-même, comme je le dis à mes enfants, comme je le dis à mes élèves en particulier, parce que je suis aussi professeur de PS. Donc je leur dis, moi, si vous donnez le maximum de vous-même, je ne peux pas être déçu. Je ne peux pas être déçu si vous donnez le maximum de vous-même. L'esprit de Coubertin, quoi. Bah tout à fait. Mais moi, l'esprit de Coubertin, dans ma vie, j'ai préféré plutôt son frère. Donc Coubertin disait l'essentiel est n'est pas de gagner, mais de participer. Oui. Alors que moi, à mes judokas, je leur disais, laissons les autres participer, allons-y pour gagner. Et donc, il a fait quelle performance, ces fameux athlètes? Il est tombé contre un Ukrainien au premier tour, assez imposant d'ailleurs, cet Ukrainien, quand je l'ai vu passer à côté de moi. Il a réussi à faire 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais alors, quels sont tes points forts et puis peut-être tes faiblesses, à moins que tes adversaires n'écoutent, dans ta discipline, pardon. C'est sûr que, comme je te l'ai dit, la stratégie, c'est plutôt un avantage de pouvoir tenir à une stratégie tout un combat, puis attendre que ton adversaire craque. Et puis après, je pense que je suis plutôt la rage, je suis déterminée. Et puis après, mes points faibles, ma taille, parce que c'est vrai que les filles maintenant sont plutôt très maigres et grandes. Et moi, je suis plutôt un peu plus petite. Comment est-ce que tu imagines la vie là-bas au village olympique? Est-ce que tu as des contacts avec d'autres athlètes, d'autres sports qui partent également à Rio? Comment ça se passe? Non, franchement, je connais personne là-bas. Après, on a été faire une compétition à Rio qui s'appelle le Test Event. C'est la répétition des Jeux donc à Rio. On a eu la chance de pouvoir participer à ça. Donc, on a vu à peu près la salle, à quoi elle ressemblera. Après, par rapport au village, je sais pas. J'espère rencontrer plein de gens différents, de sports différents, pouvoir créer de nouveaux contacts, ça serait cool. C'est une jolie expérience en tout cas. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres sports? Est-ce que tu auras le temps ou l'opportunité peut-être d'aller voir d'autres disciplines, ou est-ce que ça va vraiment être beaucoup rythmé par les entraînements? Je pense qu'on sera très rythmé par les entraînements, et puis aussi, nous, on passe le dernier jour, on est vers les derniers jours. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore des sports à aller regarder. Et est-ce que tu vas passer tout le temps des Olympiades à Rio, ou est-ce que tu ne seras sur place que justement pour l'épreuve qui te concerne, ou est-ce que tu auras le loisir d'y être quelques jours avant et d'en profiter? Non, nous, vraiment, on n'aura pas la chance de pouvoir profiter. C'est pour ça qu'on a fait le Test Event et on a eu la chance de visiter Rio avant, pour qu'une fois qu'on arrive pour les Jeux, on soit vraiment concentré sur notre objectif qui est l'or olympique. Alors toi, quel est l'objectif personnellement, donc à la suite de ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière finalement? Pour la suite, je pense déjà que c'est de la chance. J'ai une grande chance de pouvoir être là. J'ai que 20 ans, donc c'est vraiment une très bonne expérience. Puis pour la suite, au prochain jeu, décrocher là. C'est joli. Écoute, merci beaucoup Magda d'avoir été avec nous. Magda Viette-Hénin, on te souhaite bien évidemment d'avoir la chance d'y participer à ces Jeux Olympiques, en tout cas de vivre un grand maman. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Rénal, moi j'aimerais bien réagir un petit peu avec toi sur les deux derniers points qu'on a abordés avec Magda avant de la laisser filer à l'entraînement. Comment est-ce que se passe, toi qui as eu la chance de vivre les Jeux Olympiques de l'intérieur, on a baptisé cette émission comme ça, c'est pas pour rien, à Londres en 2012, comment est-ce que ça se passe entre les nations? Est-ce que tu es libre de voyager comme tu veux? Est-ce que tu es seulement avec les gens de ton pays? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Oui, donc déjà il faut savoir que les Jeux Olympiques c'est une grande fête par rapport aux athlètes. Il y a effectivement les athlètes qui vont faire les médailles et vous avez les autres qui y participent. Je veux dire, à un moment donné, ce sont très très peu ceux qui vont pouvoir avoir une médaille olympique. Donc il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup d'émulation. Donc c'est une grande ville avec des immeubles. Donc vous avez l'immeuble de l'équipe de France, l'immeuble de l'équipe de Russie, l'immeuble, etc., l'immeuble des pays du Pacifique. Et vous avez une grande ville comme ça, mais elle est complètement fermée. Faut savoir que c'est très 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 protégé, donc le village olympique, puisque vous vous rappelez très bien l'épisode des Jeux
Olympiques de Munich et par rapport à l'attentat qu'il y avait eu à ce moment-là. Donc depuis les Jeux Olympiques, vous avez des portiques de sécurité, plusieurs barrages. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Il y a des accréditations. Je vous en ai ramené une, hein, vous l'avez vue. Elle est belle. Donc cette accréditation-là vous permet avec un code barre de rentrer. Vous avez la possibilité d'y aller. Il y a des policiers énormément partout. Vous ne vous baladez jamais en ville. Vous êtes toujours accompagné par des bus. Et donc le village olympique est très sécurisé. D'accord ? Maintenant, les athlètes, vous les voyez comme vous et moi. Je veux dire, on se promène. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de stars. On est là, on est une équipe, généralement les Laure Manodou que j'ai vu, ou bien l'équipe de France de basket, ou bien Tony Parker, vous le voyez se promener. Chacun est l'égal de l'autre. Tout à fait, parce qu'ils sont connus dans leur pays, mais pas forcément dans le monde entier. Alors, je parle de quelques exceptions, par exemple, quand il y a, Federer qui est venu, ou bien Usain Bolt qui est passé au village olympique, bon, bah là, c'est pas possible. C'est une émeute, tout le monde veut prendre la photo avec lui, etc. Donc, eux, ils sont en dehors du village olympique. Serena Williams, quand elle est venue, elle a pris une photo avec mon athlète, justement, mais vraiment juste pour faire plaisir, parce que ils sont trop harcelés, donc ils sont dans des hôtels privés avec leurs masseurs, etc. Eux, c'est des grandes stars, d'accord ? Maintenant, tous les autres sont abordables et accessibles, puisqu'on est des compétiteurs en compétition. Donc, c'est comme votre équipe de foot locale, que quand vous le vivez lors d'un match, ou etc., vous êtes dans votre bulle avant votre compétition, mais vous êtes aussi très accessible. Justement, tu le disais un petit peu tout à l'heure en antenne, finalement, les athlètes n'ont pas un petit peu ce plaisir, que ce soit à Rio, Tokyo, sont vraiment dans leurs objectifs, dans leurs entraînements et ne profitent pas vraiment de l'instant. Oui, on est d'accord. Ça là-dessus, c'est le petit point noir pour les athlètes, c'est-à-dire que eux sont dans leur compétition, vivent leur compétition avec leur entraîneur, avec leur équipe. Alors quand c'est des équipes de handball, par exemple, que j'ai eu l'occasion d'aller saluer, évidemment, hein, en tant que Français, j'étais effectivement représentant de la fédération du Vanuatu, mais j'étais aussi Français quelque part, hein, il faut le savoir. Donc j'ai été serrer la main à tous ceux qui avaient, qui portaient le survêtement de l'équipe de France pour discuter un petit peu. Donc j'ai eu la chance de serrer la main, donc à tous les basketteurs français, j'ai eu la chance de serrer la main aussi à tous les handballeurs français que je suivais aussi. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Mais quand ils sont en sport d'équipe, ils sont vraiment, vraiment dans leur bulle aussi. Hein, d'accord, sachant que les Français ont été jusqu'au bout. Donc eux, ils sont dans leur bulle. Donc, donc les athlètes, ils profitent pas vraiment. Ils ont les entraînements. Puis en plus, vous savez, les Jeux Olympiques, ça se déroule dans une zone géographique très vaste. Donc forcément, nous, on peut le suivre un peu à la télé, ce qui s'est passé la journée. Mais vous êtes que dans votre petite compétition. Au judo, on était là 3 jours, 4 jours bloqués dans la salle, on ne voyait pas grand-chose en dehors de tout ça. Par contre, les soirs, au Club France, par exemple, ou bien il y a des soirées qui sont organisées par les différentes fédés internationales. Donc là, effectivement, vous vivez des choses extraordinaires. Mais encore une fois, ce ne sont que pour les élus ou bien les gens qui peuvent y aller. Les athlètes et les coachs, eux, sont dans leur compétition. Donc vraiment, c'est là qu'effectivement on rencontre du monde. Et donc, contrairement à Magda, qui a priori ne passera que quelques jours sur place, juste pour vivre sa discipline, est-ce que toi, tu as eu la chance de vivre toute l'Olympiade à Londres ? Comment ça s'est passé pour vous ? Bah oui, moi j'ai eu de la chance parce que le judo, c'est dans les premiers jours. Donc après, on était libre pendant 2 semaines. On est resté 2 semaines. Donc là, les 3 premiers jours étaient un peu tendus. Donc 2 semaines au village olympique ? 2 semaines au village olympique. C'était une expérience magnifique, hein, je ne vous cache pas, qu'on a pu se promener, discuter, voir Laure Manodou, voir fois Laure Manodou. Ah oui, non. Visiblement, tu as été marqué par Laure Manodou. Laure Manodou, oui, j'ai été visiblement marqué, surtout après les photos, hein, on est d'accord. Hein, on n'est pas moins homme, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, on se promène, on voit des stars, on voit Philippe Lucas, on voit Tony Parker. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus par rapport à ça. Hakim, je t'en avais parlé un petit peu avant. Tu peux nous la livrer. Donc, en fait, au village olympique, vous avez une cantine géante. Et quand je dis une cantine géante, vous avez 50 stands où vous pouvez manger des spécialités de tous les pays. Donc, entre guillemets, je suis resté 2 semaines, j'ai pris 6 kilos. Hein, faut le savoir. Alors ça, par exemple, c'est pour vous, pour toi, pour l'athlète, c'est offert. Enfin, c'est pris en charge par les fédés, voilà. Nous ne payons absolument rien. Nous pouvions ouvrir les frigos, prendre les bouteilles des sponsors, parce qu'il y avait beaucoup de marques très connues qui sponsorisaient. C'était à volonté. La bouffe et les boissons étaient à volonté. Il y avait un McDonald's ouvert 24 heures sur 24 à volonté. Imaginez. Alors,
Moi, Mais il n'y a qui suis pas un gourmand, athlète qui mange McDo pendant les Olympiades. mais tout le monde, bien au contraire. Et je vais vous livrer une anecdote qui est vraiment celle-là, elle est importante. Vous savez, tous les pays musulmans, etc., où ils sont vraiment assez cadrés par rapport à leur culture, hein, que je respecte bien sûr, là, dès que les coachs n'étaient pas là, vite, ils allaient essayer un McDonald's. Forcément, pour eux, c'était peut-être la seule opportunité de manger un jour un McDonald's, puisque dans leur pays, il n'y en a pas. Donc, ils avaient déjà vu à la télé ou entendu parler, mais jamais goûté. Et ils y allaient régulièrement quand les coachs avaient le dos tourné. Et l'anecdote alors concernant Tony Parker, tu peux nous la livrer? Alors, cette anecdote-là, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé, qui est fantastique. Parce Est-ce que c'est ton plus beau moment? C'est quelque chose qui t'a vraiment Oui, marqué? c'est quelque chose de fantastique parce que Tony Parker, c'est quelqu'un de très accessible, mais en même temps, c'est quand même une star internationale. Tout le monde le connaît. C'est vraiment le basketteur. Oui, ça dépasse même le cadre du sport. Ça dépasse le cadre du personnage sport. public. Bien sûr, on pense à sa femme, notamment. D'accord. Donc on voit ça, on voit tout, quoi. On pense à sa piscine, à sa maison qu'on a déjà vu à la télé. Donc il nous fait rêver cet homme-là, quoi. Mais en même temps très accessible. Donc j'étais avec mon plateau, donc je testais évidemment tous les plats afin de voir si tout se passait bien au niveau des repas, de l'alimentation de mes sportifs. Dévoué, il fallait que j'essaye, évidemment. Je vous le dis, 6 kilos en 2 semaines. Hein. Donc il y avait japonais, il y avait asiatique, il y avait un peu japonais asiatique, c'est un petit peu voilà, il y avait les îles, il y avait antillais, il y avait bref. Et là je prends mon plateau et je vais me servir un petit peu d'un plat antillais. Et je vois arriver à côté de moi un athlète avec le survêtement de l'équipe de France. Donc c'est pas compliqué. Chaque fois que je voyais un athlète avec le survêtement de l'équipe de France, je lui disais bonjour. C'était obligatoire. Normal. Donc je le vois, je lui serre la main, je lui dis bonjour, Rénal Perrin du Vanuatu. Et là, à chaque fois que je dis Vanuatu, l'athlète s'arrête et me dit où ça? Où ça? Vanuatu? Il ne savait même pas que c'était un pays qui existait. On est d'accord. En même temps, je ne peux pas leur en vouloir. Hein. Peut-être qu'ils ont arrêté l'école très tôt. Hein. Pour être sportif de haut niveau, peut-être qu'effectivement, on arrête l'école très tôt. Ne nous embarquons pas dans ce débat. Je plaisante évidemment parce que le Vanuatu, c'est très très peu connu, c'est méconnu, effectivement. Donc en faisant ça, j'interpelle l'athlète en disant où ça? Et je lui dis c'est un archipel à côté de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi je suis français, mais je suis allé là-bas et je représente le judo Vanuatu ici. Ah oui, qui me dit non, je lui dis pas que c'est le judo. Je lui dis je suis du Vanuatu. Voilà, point. Et il me dit où ça? Je lui dis c'est un archipel à côté de la. Et il me demande quel sport. Et je lui réponds judo. Et là je le regarde et je lui renvoie la balle en lui disant et toi? Et là, donc, il me regarde. Et toi, donc, à Tony Parker, on est d'accord? À Tony Parker. Et là, il me regarde un petit peu stupéfait et il me dit, basket, mais vraiment, c'est la première fois qu'on lui demande quel sport il fait, Tony Parker, quoi. Mais moi, je joue le jeu, évidemment que je le connais. Et je lui dis, basket? Mais c'est bizarre parce qu'ils sont beaucoup plus grands, les basketteurs, t'es tout petit, toi. Et là, il s'arrête un moment, il me regarde et il me dit, t'es en train de me charrier, toi. Et je lui dis oui, et on fait un petit check. Il rigole et il part avec son plateau. Imaginez un petit peu la scène surréaliste. Le petit prof de judo de Custine qui monte aux Jeux Olympiques et qui fait un check à Tony Parker. C'est énorme. Non, ça c'est une grosse anecdote. Ça pourrait pas t'arriver, toi. Ça pourrait pas m'arriver Non, mais déjà, je pense que la situation me tétaniserait. Je crois que je serais incapable d'humour. Déjà, tu sais à quel point c'est compliqué. Je serais incapable d'humour avec un personnage comme celui-là. Je pense que ça me bloquerait. J'en perdrais mon naturel, je pense. C'est un petit peu l'image qu'on a, nous, des sportifs, aussi de la télé, selon leur vie, aussi ce que les médias veulent nous faire croire. Là, tu prouves que aussi certains peuvent finalement être accessibles. Mais bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que là-bas, on était tous sur le même pied d'égalité. Alors évidemment, vous n'allez pas arriver avec votre appareil photo, prendre une photo en selfie avec Tony Parker. Qu'ils apprécient, justement. C'est ça qu'ils apprécient justement. Et si vous voulez engager le dialogue, si vous voulez discuter avec eux, il faut que vous vous présentiez d'égal à égal. Vous êtes sportif aux Jeux Olympiques. Oui, vous êtes en mode athlète, pas en mode groupie. Voilà, on est d'accord. Et là, vous pouvez engager la conversation. Là, vous pouvez discuter et vous pouvez rigoler avec la tête parce qu'ils sont tous accessibles à un moment. Mais si vous arrivez avec l'appareil photo, c'est foutu. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de photos. J'en ai une quand même avec Laure Manodou. C'est Laure Manodou. Non, j'en ai une avec une judokate française que vous connaissez bien, qui a été championne olympique. Peut-être que vous la connaissez. Une judokate française championne olympique à Londres. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Les françaises. Tu vois, nous. Là, il faut que tu donnes le prénom. Alors, je pense qu'il faut que vous cherchiez un petit peu. Il y a eu, Teddy Riner. C'est moi la spécialiste du quiz. Vous êtes d'accord? Il y a eu David Douillet. Il y a eu Teddy Riner. Ouais. Il y a eu Teddy Riner, vous savez. Plusieurs fois. Mais on a eu une athlète, qui est d'origine guyanaise, qui était Marie-Josée Pérec. Non, en judo, je parle. Je vous la montre en photo. Peut-être la reconnaîtrez-vous? Montre-voir. Non, c'est pas mon. Si, on très regarde joli en en plus les plus. Jeux Olympiques, on regarde, mais
C'est vrai que c'est justement par rapport à ce sport, il y a toujours des gens qui deviennent célèbres sur le moment je et vais qu'on vous oublie. donner, je vais vous donner son prénom quand même, Lucie de Cos, plusieurs fois championne du monde, élue judokate de l'année 2012, pardon. Vraiment, Comme Lucie quoi, de ça Cos. reste quand même un Lucie sport de un Cos. peu C'est- en marge, enfin Bien pas sûr. grand public en tout Est-ce cas. que tu as eu c'est l'occasion de rencontrer, si ce n'est Tony Parker, d'autres personnes, d'autres athlètes ou d'autres sportifs ou d'autres, je veux dire, Personnalités. dans l'entourage, d'autres personnalités à ces Jeux Oui, bien sûr. Et ma plus belle anecdote aussi, celui que je voulais vraiment rencontrer, et là j'ai insisté pour le rencontrer, on a passé 2 heures ensemble, c'est Philippe Lucas. Et Philippe Lucas, c'est vraiment un personnage. C'est vraiment un personnage extraordinaire qui me présentait ses nageuses. Il entraînait des nageuses roumaines quand il était au jeu. Il n'était pas entraîneur pour la France parce que lui aussi, il a ce parcours atypique, Philippe Lucas. Et déjà avec Laure Manodou, mais en même temps, c'est un faiseur de champion par rapport aux médias, etc. Il a su en jouer. Je suis pas fan Mais- du personnage, mais peut-être Moi, que je tu vas l'aime. me. Eh ben, franchement, entre la personne médiatique que vous voyez, c'est un jeu un petit peu qui joue. Il s'intéresse énormément aux autres. Mon histoire, je lui ai raconté aussi. Il était fan. Il était fan de mon histoire. Il m'avait dit surtout, ne rentre pas en France, ça va te faire bizarre. Voilà. Non, vraiment, j'ai passé 2 heures avec lui extraordinaire. Il a su écouter. Il était passionné par ce que je lui racontais. Et c'était vraiment une très, très, très belle rencontre. Sûrement la plus belle pour moi. Cap Sport avec Hakim et Maxime. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 dans votre émission hebdomadaire. C'est la dernière. Aujourd'hui, on se retrouvera bien évidemment après l'été. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook. On attend toujours de passer les 700 j'aime. Ça tient beaucoup à cœur à Ingrid. Il en manque plus que 2. Donc voilà. Et tout de suite, Moi, je vais Ingrid, vous en mettre un, moi, si possible. allez, tu vas nous en mettre un. voilà. Mais je crois que Tout tu à n'es fait. même pas sur Facebook. On peut même pas te suivre. On peut même pas faire de la pub pour ta page. Non, j'ai peur qu'on me retrouve. J'ai peur qu'on me retrouve. Des sollicitations, tout ça. Tout quoi. à fait, Ça tout à fait. devienne Vous savez, invivable. les athlètes, les stars, c'est pas évident hein, pour la vie au quotidien. hein. Ah, on imagine bien. Ingrid, tu entends cette petite musique? Ne serait-ce pas la musique du quiz La musique de Hakim cuisse que tu as si bien préparée. Allez, tu peux démarrer. C'est vrai qu'Ingrid a de belles quiz. Heureusement que les auditeurs n'ont pas. Alors, un quiz spécial euro cette semaine, les garçons. Ouh. Alors, vous inquiétez pas, je suis pas entrée dans. Voilà, je vais pas vous demander le nom de tel ou tel joueur. Je suis restée plutôt dans l'histoire de l'euro et plutôt grand public ou plutôt anecdotique, on va dire. D'accord. D'accord. Allez. On est d'accord? C'est parti. Alors, je compte les points. Attention parce que Hakim il triche. Alors, D'accord. attention, Ne vous j'écris et je inquiétez compte les pas, points. Ne vous inquiétez pas. Je triche Alors, aussi. pourquoi la fan zone de Saint-Denis restera-t-elle fermée entre le 15 et le 22 juin? Il y a des travaux. Alors, n'hésite pas à Ils poser vont des mettre une questions. statue à la place. Ils vont faire des travaux. Une statue de Zlatan? Non, pas une histoire de travaux. Entre le 15 et le 22 juin. Ouais, les dates sont importantes. Entre les 15 et les 22 juin, fan zone fermée. Donc depuis hier. C'est Depuis pas, hier, c'est pas un et j'ai rapport même pas au terrorisme ou au hooligan. Non, non. Ah, J'aurais- non. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à un sport en particulier? Non. C'est pas lié en fait à l'euro finalement. C'est un non. événement extérieur. C'est pas lié à Non, bah en fait, la fan zone est dédiée à l'euro, hein. Oui, oui. D'accord, mais le fait fait que ça soit fermé n'a absolument rien à voir avec la compétition C'est ça qui- euro. Non. Ah, D'accord. peut-être qu'il y a eu un collectif de voisins qui s'est plaint et donc Non. qui a fait interdire la fan zone. Alors pourquoi? Alors c'est ça. Donc c'est pour ne pas gêner le voisinage. Oui. On parle de bruit, bien sûr, mais pourquoi particulièrement? À cause Alors, des À cause décibels. Des décibels, oui, mais La saleté. quel genre de population Des bourrés. entre le 15 et le 22 juin, le bruit de la fan zone pourrait-elle incommoder? Ah, peut-être par rapport au ramadan. Non. Entre le 15 et le 22 juin, les dates sont 15 importantes. et Le 22 juin, juin. c'est les derniers matchs de la. Ah, la fête de la musique. Non, là pas là. du tout. Ah. Non, en ce moment, il y a des malheureux qui ne peuvent pas profiter à plein de l'euro parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ah, Il faut que je vous mette sur une piste. Tu m'as perdu. Je suis sûr que c'est un truc tout facile. Bah ouais, Ah. c'est. Ingrid. Alors, mercredi, il y a eu des matchs de l'Euro, mais il y a eu aussi, pour d'autres, Ah, Mais mais ça ça y est, je va. sais, le Stade de France va être occupé par le rugby. non, Un pas concert. du tout. Bah, et Bah, la je finale crois que je vais de- vous du donner top les- 14. Alors, mercredi, il y avait une épreuve de philo, par exemple. Ah, le bac. Ah, Oh le là là. bac, c'est pas possible. Ouais, Oh alors, non. ah bah, je Quelle vous honte, accorderai pas. quelle honte. Alors, en fait, elle se situe, Non. la fan zone de Saint-Denis se situe dans le parc de la Légion d'honneur et qui accueille de nombreux étudiantes internes qui passent le baccalauréat. Donc, Ah. afin de Oh, leur c'est permettre dommage qu'elle soit fermée cette fan zone. de préserver leur sommeil et puis de leur permettre de réviser en toute tranquillité, Finalement, il a elle été serait pas décidé. Ah non. D'accord. C'était trouvable, les Oh, mecs. hein. oui, oui, Hein oui. Franchement, c'est Bien on sûr, va mais s'en nous les refaire. études, c'est pas non Alors, plus attends, truc. je vais plutôt plus à votre portée. Allez, plus à notre portée. Combien de places a-t-on vendu pour l'euro? 300 000. Oh, c'est bien 1 million, hein. Beaucoup plus qu'un C'est que bien 300 000. Ah, 2 millions.
2 millions de places ont été 2 vendues. millions. Un point pour Hakim. Mais Combien- le chiffre exact, c'est vos 4 Tu vois points. les direct, réponses mais ou quoi? Combien de places j'arrive pas à me concentrer avaient sur les été demandées? 4 millions. On en a vendu 2 millions. Combien l'UEFA avait-elle reçu de demandes de 20. 20 places. Ingrid, tu Un peux me million. regarder aussi un petit peu, hein, pas que du côté d'Hakim, parce qu'on a l'impression que tu lui donnes le quiz. Hein. Non. Je suis là aussi, hein. Alors je sais que vous travaillez ensemble depuis un petit bout de temps, mais enfin je suis là aussi. C'est les hein. habitudes. D'accord, Alors dis-moi, excuse-moi, alors, hein. quelle était ta Moi réponse? j'avais dit 4 millions. 4 millions, non, c'est bien plus. C'est 20. C'est moins. Bah, c'est 19. C'est moins. Un peu C'est plus 15. 17. C'est 15. C'est 17 C'est millions. 15. Non, c'est moins. C'est 15. C'est plus. C'est 15, c'est 16. C'est 16 C'est millions. Ah oui, ah oui, ah oui, je l'aime ce Allez, jeu. un point. Ah oui. 16 Ah oui. millions, 16 millions de places demandées et seulement 2 millions de personnes Aïe, 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 aïe. satisfaites. Quel est le Un pays partout. le plus demandeur de billets? Les Allemands, Et non. Les Américains. les Italiens. Ah oui, en Europe. Ah oui. En Europe. Bah, non, mais oui, ça aurait c'est pu être étonnant. les Américains. C'est ouais. étonnant. Ah oui. Je Ouais, sais pas. c'était étonnant. Eh bien, dis-moi, c'est les Anglais. Les Non. Islandais. Islandais. Ah Non, oui, c'est non, vrai non, que non. c'est- Les Portugais. Ça m'a surprise parce que c'est pas, il me semble, en termes de population. La Suisse. Non, Ils ont plein de sous les Suisses. Les Belges. non plus. Les Italiens. Ah bah alors les Islandais. C'est les Polonais Les Polonais. Polonais les qui ont été le Polonais. pays les plus demandeurs de billets Ah. pour l'euro. Alors, D'accord. Qu'est-ce qu'on explication. apprend avec toi, Alors on est toujours à 1 partout. Allez. Ah bon, j'ai marqué un point quand Oui, ça. quand tu as dit 16 millions, là, Ah tu sais, je d'accord. t'avais bien aidé. Ah oui, Puis t'es ah oui, ah oui. t'es notre invité Ah oui. alors. Pendant la phase des éliminatoires, Oui. quelle est l'équipe qui a pris le moins de buts? La France. Non, je Non, crois que c'est la mais Roumanie. C'est la Roumanie 2. Exactement. Oui, j'avais l'info, oui. C'est la Roumanie 2 buts. Ah, parce qu'ils bah ont oui, parlé c'est- lors Et du- c'est ce qui nous faisait tellement peur en Bien affrontant sûr, les- super défense. Depuis Non, qu'Ingrid deux- s'est retournée vers Rénal, bizarrement, il trouve les bonnes réponses. Seulement 2 buts. Cette mauvaise pendant foi toutes d'Hakim, les... quand Ouais, même. oui, oui. Bah, Non d'ailleurs, il perd un point. D'accord. Ah donc on l'enlève. Ok. Non, eh, Quelle équipe Ouais. a perdu? Mais l'info m'a vraiment surprise. A perdu ses 7 dernières séances de tir au but. Donc championnat d'Europe, Coupe du Monde comprise, et n'a Italie. donc plus franchi le cap des quarts de finale depuis 96 quart de à finale. cause de cette malchance notamment. Donc Oh, c'est Les pas les Portugais, 7 ça dernières séances de tir au but qu'ils ont eu à pratiquer, ils ont perdu. C'est Ils font dingue. l'euro actuellement. Ils Ils sont dans l'euro, Oh, ouais. c'est les Anglais. Ouais, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Ah oui. Ah, les Anglais. C'est les Anglais, exact. C'est les Anglais. 7 séances de tir au but, 7 séances de tir au but perdues. En même temps, si je peux me permettre, ça va pas nous faire pleurer que les Anglais perdent Non. personnellement, hein, je vous le dis, hein, que ce soit au Vous le rugby ou au verrez. foot. Hein. Ça sera un 3 flop. points pour Reynald, 1 point pour Hakim. Ouh là là. Question suivante. Oh, je crois qu'elle est plus facile. Quel est le joueur le plus âgé de l'Euro? Alors je me passerai de son je nom. sais, hein. c'est Oh, c'est Gianluigi portugais, Buffon. c'est, le défenseur central du Portugal. Ah, non. c'est Ah bah sûr Gianluigi que si, Buffon. ils l'ont dit hier. Non, Ah, c'est pas Buffon. non. C'est pas Buffon. Mais si, c'est Ricardo Carvalho. Francesco Totti. À Non. vérifier. Quel âge Ah non, j'en suis Quel sûr. âge 40 ans et Ah, C'est 75 le jours. gardien, c'est un gardien. C'est le gardien qui joue en. Alors il me faut la nationalité. Mais il est de Avec ma un géné- joli il- jogging. Oui, Il est de ma génération, il est de ma bordel, génération. hier. Slovaquie Non, Hongrie. Allez, je te l'accorde. Ah oui, Oui, attention, attention. On croit qu'il a 40 ans, mais c'est pas sûr. Hein. Attention. Hein. Attention, van pourrir, un Ah, point de moins, un Reynald. point de moins. Pardon, excusez-moi. Mais Alors des fois, ouais, on c'est voit, le gardien hongrois qui a fait sensation avec son Oui. vieux jogging qui doit avoir 40 ans lui aussi. D'ailleurs, les je auditeurs, pense. sachez qu'Ingrid est habillée comme ça lorsqu'elle enregistre l'émission. Donc il a exactement 40 ans et 75 jours. Et avant lui, c'était Ricardo Carvalho. qui détenait le record, c'était Ah. Lothar Matthaus, qui avait Ah, presque le 40 grand ans Lothar aussi Matthaus. pendant l'Euro 2000. Oui. Quel joueur français? Donc on est toujours à 3-2 pardon. Quel Français a disputé le plus grand nombre de matchs en championnat d'Europe? Championnat d'Europe des Nations, on est d'accord. Alors championnat d'Europe des nations, on est d'accord. D'accord. Alors moi, Mandanda. non, moi je verrais bien de la vieille garde, là, la vieille garde avec Platini, Girest, Tigana. Ah, tu veux dire. Voilà, toute génération confondue. Ceux qui ont fait Quel tous les est matchs en Euro ouais, en championnat Thuram. d'Europe? Ouais, Ah. Lilian Thuram. Lilian Thuram. Bien joué. Sélection, Ah je oui, crois. bien joué. Ah oui. Égalité, ah oui. en Ah sachant oui. qu'il Ah oui. reste Il deux est beau. questions. Il est beau. Ah oui. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro? Michel Platini avec 9 buts en 84. Sur une compétition. Et t'as des bons yeux Ah non, 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 je n'ai pas de bons yeux, Ingrid, je t'explique. Il faut que tu saches que je suis né en 1973, donc vous faites le calcul, j'ai 43 ans. Oh, D'accord, tu les fais pas, tout ça, il ne Reynald. les fait pas avec la voix, mais il les fait avec l'âge. Donc une expérience aussi. En 82, Non, non, mais nous perdons en demi-finale à Séville contre l'Allemagne, vous vous rappelez, avec ce fameux choc de Schumacher sur Battiston. Et donc j'en ai pleuré, Et en 84, c'était le moment de la revanche. Et Platini a marqué donc 3 buts par exemple à Geoffroy Guichard, un du pied gauche, un du pied
pied droit et un de la tête. C'était en 84. J'avais 11 ans. Et là, on était comme des fous. Surtout que j'allais voir Michel Platini quand j'avais 5-6 ans, à Picot, déjà à l'époque. Et donc, on a suivi. C'est Michel Platini c'est pour ça qui que est ça marque, le Ingrid. recordman. Moi, j'avais quand même pas beaucoup de chance, 84. Dernière On est d'accord. question, donc Hakim, tu as l'opportunité d'égaliser. Il restait une petite question. Il reste une question. L'invité va gagner, j'ai l'impression. Et du coup, Reynald de l'emporter largement. Qui a remporté en 2012, l'Espagne a remporté évidemment le dernier Euro. Contre qui? L'Italie. Sur quel score? 4-0. Oh purée, il a égalisé. Alors là, c'était en 2012. Moi, j'étais aux Jeux Olympiques. Je suis désolé, j'étais aux Jeux Olympiques. On peut pas être partout. On peut pas être devant sa télé. Et ben voilà, comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Et il n'y aurait pas une question subsidiaire des fois pour. T'as gagné largement en plus. L'avant-match de l'ASNL. Un petit point, bien évidemment, c'est pas l'avant-match. On refera les jingles pour l'émission Tout Neuf qui arrivera en septembre. Ingrid, quelques informations à nous communiquer du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, alors le point traditionnel sur la billetterie. Je crois qu'on en sera tous, il me semble, autour de cette table. Donc la SNL totalise 12 000 abonnés, donc VIP compris, à la fin de la période de réabonnement et à la même place. Parce que je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, vu que le club a décidé de limiter le nombre d'abonnés à 13 000 places, il ne reste donc plus qu'un millier de places disponibles à la vente. Parce que tout ça de tête. Ouais, mais je sais, tout est dans ta tête. Tout dans tes cheveux. On a parlé du bac il y a 2 minutes en parlant de la fan zone. Donc, ce mercredi a été donné le coup d'envoi du baccalauréat 2016. 13 élèves de l'école privée de l'AS Nancy-Lorraine sont concernés. Alors les deux noms qu'on connaît particulièrement, c'est Arnaud Lusamba en série scientifique et puis Fetou Mawassa et Hakim. Oui, Fetou Mawassa. Voilà, qui passe aussi à un baccalauréat technologique. On va voir si Ingrid a bien révisé ces dernières semaines. Qui est le seul élève? Quel est le seul élève de la promotion depuis le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine à avoir obtenu une mention très bien. Son nom t'échappe? On l'a eu en invité il y a 2 semaines. Oui, je sais. Mais j'ai oublié son nom. Paul Choucriel. Paul Choucriel, qu'on a eu donc il y a 2 semaines et qui est maintenant présentateur sur Infosport. Et qui a décroché une mention très bien au bac alors qu'il était au centre de formation. C'est très impressionnant, les athlètes, les sportifs de haut niveau qui sont aussi calés à l'école. C'est très très impressionnant. Moi, ça m'a toujours bluffé. Moi aussi. Donc c'était un numéro 10. C'est vrai que c'était un pur numéro 10 qui avait une très bonne vision du jeu, qui a choisi, avec lui on a vu de privilégier la carrière d'après football parce qu'il a vu qu'il ne percerait pas, qu'il avait fait confiance à l'AS Nancy-Lorraine. Et c'était un des grands espoirs de Canal+, messieurs dames. Voilà. Continue avec tes infos, Ingrid. Ouais, une toute petite dernière. La SNL cherche toujours un gardien de but. Alors c'est un chantier qui m'étonne un peu. A priori, ils en ont fait une priorité, enfin pour l'instant, pour instaurer une concurrence avec Guy Roland NDSMB. Donc on avait déjà parlé du Biélorusse Tcherny qui a priori serait peut-être un peu cher. Il est dans quel club déjà, lui? Battez Borisov. Exact. On a que des stars. On a que des stars. On a entendu parler du Nîmois Michel et on a entendu parler cette semaine donc de la piste de l'Auxerrois Zachary Boucher. Auxerrois pour te faire plaisir, Hakim. Oui. Donc il a été formé au Havre. Il a eu un échec douloureux en Ligue 1 à Toulouse. Et par contre, il a donné entière satisfaction du côté de la GIA la saison dernière. Alors il tient à cœur de retrouver la Ligue 1, mais il lui tient aussi à cœur d'être absolument titulaire et gardien numéro 1. Boucher, il s'appelle Boucher. Ouais, Zachary Boucher. Ah, j'espère qu'il va pas faire du gâchis Parmentier, bien sûr. Rénal. Ingrid, est-ce que tu sais, tu disais, tu comprends pas pour NDSMB tout simplement parce que Alexandre Menet est peut-être encore un peu jeune, il a que 16 ou 17 ans, et qu'il faut forcément un gardien concurrent. On sait que pour jouer un petit peu sur les différents tableaux, il va quand même falloir un deuxième gardien. Oui. Donc, non, je ne comprends. Je comprends parfaitement le fait qu'il soit à la recherche d'un second gardien. Je comprends pas qu'ils en aient fait un chantier prioritaire. Ou en tout cas, c'est parce qu'on n'a pas écho des autres chantiers en route. Ça travaille un petit peu en souterrain. Excuse-moi Ingrid, mais au centre de formation, il n'y a pas des gardiens qui pourraient jouer la doublure? Bien sûr, il y en a des jeunes. Il y en a un qui est jeune, qui est alors, bon, justement, je comprends pas. Ils ont peut-être besoin d'un centre de formation, c'est pour ça. Ouais, mais peut-être encore trop jeune pour pallier éventuellement à une blessure de Guy Roland NDSMB. Et surtout, moi, je pense qu'il cherche un numéro 1, non? Enfin, c'est ce que je ressens. Je pense qu'ils ne font pas pleine confiance à Guy Roland NDSMB. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et dernière précision sur la JOCR, donc Pugrenier est en fin de contrat, il n'est pas prolongé. Un bon choix pour les SNL si jamais il rentre en contact? Non, alors ma réponse va te surprendre, moi qui dis que j'aime tous les Nancéens. Non, il me semble que pour de la Ligue 1, ça serait pas forcément une bonne nouvelle d'accueillir Pugrenier. Oui, puis je pense que c'est quand même un petit peu poussiéreux, Pugrenier, non? Cap Sport, les pronostics. Ce sacré Rénal, vous l'avez vu, il est aussi un petit peu humoriste. Donc c'est l'heure des pronostics et dimanche aura lieu le match entre l'équipe de France et la Suisse. Alors je vous propose, messieurs, dames, de tout simplement me livrer mes pronostics. On va commencer avec les dames. Je t'écoute, Rénal. Alors moi, ça sera 2 lingots d'or à 0.
2 lingots d'or à 0. Ah oui, pour la Suisse. Oh, tu es sérieux? Tu Non. vois la France? Est-ce que Non. la France va faire jouer les coiffeurs déjà? Non, Qualifié. je pense quand même que la France peut s'imposer face à la Suisse. Ils ont eu un petit peu 2 matchs difficiles. Moi, je pense qu'ils sont prêts à s'imposer. Je dirais quand même au moins 2-0 pour la France, au minimum. Pas de but en question. Au minimum. Et Donc toi? ça veut dire que comme ça, oui. Moi je dis 3-0 pour les Français parce que depuis le temps que je dis 3-0, ça va bien finir par arriver. Et je ne crois pas du tout qu'ils vont se reposer sur leur laurier. Ils ont un public assez dur à conquérir. Donc je sais qu'ils joueront le jeu à fond et je vois bien un 3-0. Eh ben pour ma part, je vois bien un petit match nul 1-1 pour finir, et avec une qualification à la tête du groupe, mine de rien. C'est l'heure de la fin d'émission. On remercie Magda Viettenin, bien sûr, d'avoir été avec nous par téléphone. On remercie également notre judoka préféré, Rénal Perrin, qui est C'est avec moi nous qui aujourd'hui. vous remercie. Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'avez donnée. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et je vous le dis franchement, continuez comme ça, ne changez rien, vous êtes super. C'est un plaisir en tout cas de t'avoir pour cette dernière émission. On a vraiment clôturé la saison en beauté. Ingrid, merci beaucoup. Merci Hakim, merci Rénal. À la saison prochaine. Avec plaisir. Salut. Salut. Au revoir à tous.